Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule. La dernière a été un record pour la chaîne, plus de 30 000 visionnements, 400 nouveaux abonnés juste à partir de cette vidéo-là. Très apprécié tout l'appui que vous me témoignez. Aujourd'hui, nous allons faire une capsule sur le Sénat. Ça fait longtemps qu'on en parle, que je vous la promets. Il s'avère que c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai dû prendre du temps pour bien faire la recherche, pour bien vous donner de la bonne information. Alors voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On ne parlera pas de la course à la présidence, ça sera pour une prochaine capsule. Petit scoop, je suis maintenant prêt à vous faire une prédiction officielle de la chaîne. La première de l'histoire de la chaîne, évidemment, puisque la chaîne n'a que quelques mois. Donc j'ai bien hâte de vous parler de ça. Dans 2 semaines, moins de 2 semaines, l'élection sera terminée. Il y a déjà des millions de personnes qui ont voté. Alors ça chauffe, c'est déjà bien entamé. Nous sommes près du but. Je vous rappelle que la soirée électorale, c'est mardi le 5 novembre et que nous serons live. Nous allons observer les résultats à mesure qu'ils sont déposés officiellement. Et je vais vous montrer dans le détail pourquoi est-ce qu'on peut faire des prédictions ou pas. On va essayer de ne pas se laisser distraire par les différents sites de nouvelles, chaînes de télévision qui font des prédictions. On va essayer d'aller avec nos prédictions rigoureuses et scientifiques. Alors, sans plus tarder, je vais passer aujourd'hui au Sénat. Je vais, dans un premier temps, vous expliquer que le Sénat est élu pour un mandat de 6 ans et un tiers seulement du Sénat qui est élu à la fois. Et la Chambre des représentants, 438 membres, est élue entièrement à toutes les élections. Les élections sont aux 2 ans aux États-Unis. Alors, une élection sur 2, on élit le président. L'autre élection sur 2, on ne l'élit pas. Il s'agit des élections de mi-mandat, mais chose certaine, à toutes les élections, donc à tous les 2 ans, on élit un tiers du Sénat pour faire 6, comme vous êtes capable de le calculer. Alors, cette élection-ci, comme d'habitude, il y a un tiers du Sénat. C'est la classe 1 cette fois-ci. On dit classe 1, classe 2, classe 3, simplement arbitrairement ainsi défini par la toute première élection où on a élu des sénateurs et on réélu des sénateurs. On dit du côté des nouvelles que les démocrates sont presque assurés de perdre le contrôle du Sénat, et ce même s'ils ont une bonne soirée électorale. Et j'ai un peu de tendance à être d'accord. Je dirais que les républicains sont favoris, peu importe la situation. Et on va se parler de pourquoi. Plus simplement, on peut dire que si on regarde la carte électorale, alors voici une image de la carte électorale où il y a des élections, ce cycle électoral-ci. Et vous constatez que bon, les zones en grise pâle sont là où il n'y a pas d'élection. Il y a, si je vous montre avec mon petit curseur, 28 sièges démocrates qui ne sont pas en élection et il y a 38 sièges républicains qui ne sont pas en élection. Donc, il y a sur 33 sièges en jeu, il y en a 23 qui sont contrôlés par des démocrates. Donc, c'est un premier obstacle. Les républicains ont 23 chances de remporter un siège et d'arracher un siège à leur adversaire, alors que les démocrates n'en ont que 10. Donc, dans ces circonstances, et avec une majorité infime de 51-49 au Sénat, les démocrates sont lourdement désavantagés par la carte électorale. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je dis que les républicains sont avantagés. Vous vous souvenez peut-être, quand on regarde la carte des États-Unis, il y a 100 sénateurs aux États-Unis et ils ne sont pas distribués selon la population. Il y a plutôt 2 sénateurs par État. Donc 50 États, 100 sénateurs. Alors, le minuscule Rhode Island, qui compte moins d'1 million de personnes, a 2 sénateurs, et la Californie, qui compte 65 millions de personnes, a 2 sénateurs. Et la raison pour laquelle les pairs, parce qu'il n'y avait pas de maire de la Constitution, s'il y en avait, elles sont inconnues. C'était pas une époque où les femmes avaient le droit de voter, ni tout le monde avait le droit de voter non plus. Alors, on se rappelle que c'est quand même le 18e siècle, là où tout ça s'est passé. Donc, on avait voulu qu'elle reflète la région. On a souvent ça dans des régimes fédéraux, dans des pays relativement vastes. On a une espèce de chambre des régions où on s'assure que les régions les plus reculées du pays et les États plus populeux ont quand même leur poids politique. Parce que si on devait passer aux États-Unis
un système entièrement rep by pop, representation by population, eh bien, je peux vous montrer avec la flèche ici. Voici là où personne n'irait jamais demander l'avis de personne. Parce que ces États que je pointe présentement, le Dakota du Nord, du Sud, le Nebraska, le Montana, le Wyoming, l'Idaho, sont des États très peu populeux et c'est quand même compliqué de se rendre là. Et il y a un système routier très limité. Je veux dire, il est excellent, mais je veux dire, il n'y a qu'une route bien souvent dans ces États. Donc, c'est compliqué d'aller parler aux gens et c'est la raison pour laquelle ces gens-là n'auraient aucune importance politique. Maintenant, à tous les cycles électoraux, il y a plusieurs sénateurs à faire élire dans ces États-là. Alors, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça. C'est relativement antidémocratique et ce n'était pas nécessairement prévu qu'on se retrouve dans une telle situation où il y a vraiment le minority rule aux États-Unis. Alors, les républicains sont par défaut majoritaires au Sénat parce que les républicains reçoivent surtout leurs appuis de ces régions éloignées des centres urbains et les démocrates, leur appui est concentré dans les villes. Alors, dans le classique ville contre campagne, les campagnes gagnent aux États-Unis parce qu'il y a plus d'États, il y a donc plus de sénateurs, donc par défaut, les républicains gagnent. Mais ce n'est pas le seul facteur. Vous vous souvenez peut-être qu'au collège électoral, le président n'est pas élu au scrutin universel, il est élu au collège électoral. Donc, chaque État se voit donner un nombre de grands électeurs et au final, la personne qui remporte la présidence est depuis 20 ans, assez souvent, mais depuis 24 ans pour être précis, parce que c'est arrivé avec George Bush, le candidat républicain va perdre le scrutin universel, mais remporter la présidence. Alors, on se retrouve dans des situations où vraiment le règne de la minorité, parce qu'une minorité d'Américains votent pour un président et pourtant c'est celui-ci qui est élu. Une minorité d'Américains votent pour des candidats sénatoriaux républicains et pourtant ceux-ci ont une majorité. Cette combinaison leur permet de nommer des juges à la Cour suprême, parce que c'est le Sénat qui nomme les juges à la Cour suprême. Et le président propose, le Sénat ratifie. Donc, on se retrouve dans une situation où la Cour suprême reflète une minorité des vues. Et il n'est pas rare qu'avec la façon dont la forme des comtés sont manipulées, le gerrymandering, donc l'espèce de manipulation de la carte électorale, il n'est pas rare que les démocrates perdent la Chambre, qui est supposée être la plus représentative de la volonté du peuple, malgré avoir remporté le plus de votes. Alors, on a une situation où les démocrates peuvent remporter une majorité de votes à la Chambre, perdre la Chambre, une majorité de votes au Sénat, perdre le Sénat, une majorité de votes à la présidence, perdre la présidence et, à cause de tout ça, avoir une Cour suprême qui contrôlée par des républicains, alors que aucune des trois branches du gouvernement n'a reçu une majorité d'appui pour les républicains. Alors, c'est pour ça qu'on parle aux États-Unis souvent de minority rule, et c'est certainement jamais aussi vrai qu'au Sénat. Alors, encore une fois, dans cette élection-ci, on va assurément avoir une grande majorité de votes inscrits pour les démocrates et pourtant, les républicains sont parfaitement capables, même favoris, pour remporter le contrôle de cette Chambre. Alors voilà, c'était la façon dont le Sénat fonctionne. On va maintenant double-cliquer sur la situation. Je vais essayer de réduire ça. Comme je dis, j'ai fait une petite enquête et j'ai mon idée sur les sièges qui seront déterminants. Commençons par le commencement. Les démocrates, ici c'est plutôt l'état des sondages, les démocrates commencent avec 51 sièges contre 49 pour les républicains, mais on se rappelle que Joe Manchin, qui était un sénateur démocrate dans l'état de la Virginie occidentale ici, donc la West Virginia, et c'est peut-être l'état le plus pro-Trump de tous les États-Unis, et il était un peu une espèce de vraiment... comment dire, erreur d'histoire ou une anomalie, disons-le comme ça, une anomalie en Virginie occidentale. Ce siège est absolument garanti de revenir dans les mains des républicains. M. Manchin ne se représente pas, ce sera donc un démocrate générique. Et on peut dire que la soirée commence à égalité parce qu'il n'y a vraiment aucun suspense en Virginie occidentale. Donc déjà, on part à 50-50. Comme je vous dis, il reste après ça beaucoup de sièges démocrates en jeu, peu de sièges républicains en jeu. On a un État comme l'Ohio qui est fortement pro-républicain depuis plusieurs années. C'était un État pivot au début des années 2000, quand M. Bush l'avait emporté de justesse contre
M. Gore. On se rappellera d'ailleurs que les votes en Ohio ont été déterminants dans sa réélection contre M. Kerry, M. Bush. Donc, c'était très, 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 très serré. On avait compté jusqu'à la fin là, en Ohio. Donc, en Ohio, pourtant, c'est un sénateur démocrate et je vous rappelle ce que j'ai dit juste un peu plus tôt. Les démocrates doivent constamment se battre contre la carte électorale. Donc, on dit que c'est une mauvaise année pour le Sénat, mais on dit ça à chaque année parce qu'encore une fois, les démocrates doivent aller faire des gains dans des États dans lesquels ils ne sont pas favoris. Alors, c'est pour ça que des fois, les démocrates, on va leur reprocher d'être centristes ou d'être un parti de droite parce qu'ultimement, ils sont obligés d'avoir une coalition qui présente des politiciens capables de gagner dans des États conservateurs. Donc, voilà, mais en Ohio, il y a un candidat très fort pour les démocrates, M. Sherrod Brown, et on va double-cliquer dans chacune des courses dans un instant, mais je voulais juste vous montrer un petit peu la carte électorale. Donc, présentement, on met cet État comme étant un toss-up, mais moi, j'ai tendance à dire que c'est lean démocrate ici en Ohio. Donc, ça nous mettrait, selon ce site, mais on va continuer à plus ou moins égalité. Pennsylvanie, je crois que c'est correct. Il y a le Montana, et où, encore une fois, Montana, avec la Virginie occidentale, l'État le plus pro-Trump, et pourtant, il est représenté depuis longtemps par un sénateur démocrate, M. Jon Tester. Et là, on donne ici son adversaire favori. Je crois que les sondages donneraient raison à ceci. Mais M. Tester a gagné dans des circonstances multiples au fil des années. Il serait capable de sortir un lapin de son chapeau, mais je crois que cette fois-ci, les carottes sont cuites. Une des choses qui complique la donne, c'est que cette carte électorale, donc par définition, il y a 6 ans, elle reflète le vote d'il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, on était en quelle année? On était en 2018. Et en 2018, qu'est-ce qu'il y avait de particulier en 2018? C'était la première élection après l'élection de Donald Trump en 2016. M. Trump a été élu président en 2016. Alors en 2018, c'était les élections de mi-mandat et il s'est pris une dégelée électorale légendaire. C'était une élection extrêmement favorable aux démocrates. Donc, c'est pas la même situation maintenant. C'est beaucoup plus serré maintenant. On ne sent pas nécessairement un vent souffler très fort du côté démocrate, même si j'ai ma petite idée sur des facteurs structurels qui pourraient avantager les démocrates, notamment sur la façon dont la fin de campagne se passe présentement. Donc, je ne serais pas tenté de donner le Montana à M. Tester, mais si les démocrates connaissent une soirée exceptionnelle, alors oui. Je crois que là où il y a une possibilité de faire des gains, c'est même pas du côté d'un siège qu'on garde. Je crois qu'il y a le Nebraska. Il y a exceptionnellement 2 sièges au Nebraska. Le Nebraska pourrait pivoter du côté démocrate exceptionnellement. Et de la même façon, le Texas, M. Cruz, extrêmement impopulaire, pourrait aussi perdre. Je crois qu'il y a le Missouri aussi, où on pourra parler de Josh Hawley, qui est aussi extrêmement impopulaire. M. Tim Scott en Floride, aussi très impopulaire. Il y a des opportunités de gain que cette carte ne montre pas nécessairement du côté démocrate, mais je crois qu'il y a une vulnérabilité plus forte qu'on l'imagine du côté du Nevada, où le candidat républicain est très fort et le Nevada est toujours un État très serré. Donc, ça serait la situation telle que prédit, mais je veux dire, moi, on va la regarder ensemble. Je prédirais le Nebraska aux démocrates, je prédirais le Nevada aux républicains. Je crois que Ted Cruz a tout en place pour perdre cette élection. Je crois que M. Tim Scott pourrait également perdre son élection. Et vous allez vous dire ce que vous voudrez. M. Hawley, il ne perdra pas son élection parce que c'est juste, il part de trop loin, mais il est très impopulaire, il a fait des grosses erreurs. Je ne serais pas entièrement surpris que M. Hawley perde son élection, dépendamment de la soirée électorale qu'on a. Alors, du côté démocrate, je crois que ça, c'est peut-être la meilleure soirée qu'on pourrait avoir, augmenter l'avance de 1 siège malgré la carte électorale très négative. Mais il est également aussi très facile d'imaginer un scénario où aucune de ces surprises ne se matérialise. En fait, parce qu'on a en Ohio, en fait, la logique est respectée. Et c'est plutôt le candidat républicain qui l'emporte. Tous ces États sont extrêmement serrés également. Le Michigan, j'ai oublié de mentionner comme une perte possible pour les démocrates.
parce que c'est une nouvelle candidate très, très serrée au Michigan. Donc, du côté des pires scénarios possibles, réalistes, là, je dirais, on regarde plutôt 53-47 du côté républicain. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui trouveraient ça extrêmement surprenant. C'est une soirée électorale tout à fait possible. Plusieurs sièges basculent du côté républicain. Donc, dans le meilleur des cas, les démocrates peuvent avoir 52 sièges, 53 sièges, et même chose pour les républicains, 53 sièges. Donc, c'est loin d'être acquis que les républicains l'emportent. Allons maintenant ensemble dans ces courses une par une. En Arizona, siège contrôlé par les démocrates parce que Mme Kyrsten Sinema, qui était la deuxième sénatrice la plus, neutre ou pas très partisane, a reçu un vote de primaire, ou en tout cas s'est fait annoncer qu'elle serait évincée pour avoir trop voté avec les républicains. Ça sera donc un nouveau démocrate qui va se présenter. Il se présente contre Kari Lake, qui, je veux dire, est un phénomène. Là. C'est celle qui s'était présentée gouverneur, avait perdu par plusieurs votes, par plusieurs pourcentages. Comme Trump, refusé de reconnaître la défaite. Moi, je me questionne sur la stabilité mentale, en tout cas certainement du contact au réel que Mme Lake, et d'ailleurs, les résultats le prouvent. Quand on regarde dans les sondages, Mme Lake tire de l'arrière de façon significative. C'est beaucoup plus serré dans les autres courses en Arizona. L'Arizona est très serré, mais dans la course au Sénat, ce n'est pas serré. Mme Lake ne va pas l'emporter, selon moi. Donc, l'Arizona, on peut marquer confortablement du côté démocrate. La Californie, M. Adam Schiff, qui a été vraiment propulsé à l'avant-scène au cours des impeachments, des procédures en destitution de M. Trump, a pris la place de Dianne Feinstein, une aînée du Sénat qui est décédée avant la fin de son mandat, à 93 ans, quelque chose comme ça. M. Schiff va l'emporter extrêmement facilement en Californie, l'une des courses les plus faciles qu'on va assister au Sénat. Ça va être de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers. En Californie, peut-être même plus. Peut-être qu'il va gagner 70-30. Donc, on ne se pose pas de questions. Au Connecticut, un autre État démocrate très fiable sur la côte Est. M. Chris Murphy sera réélu sans aucune difficulté. Au Delaware, il y a un changement et ça va être une nouvelle candidate pour les démocrates, mais le Delaware est un État fiablement démocrate, donc ce siège ne sera pas en jeu. En Floride, très serré, M. Rick Scott, extrêmement impopulaire. La dernière fois, elle l'avait emporté avec 50,06% du vote. Et c'était une année difficile pour les républicains, c'était les élections de mi-mandat. Mais la cause de M. Scott ne s'est pas nécessairement améliorée. Il se présente contre une ancienne représentante de la Chambre démocrate. Il y a la question de l'avortement en jeu en Floride. Il va y avoir des référendums d'initiative populaire pour briser l'interdiction d'avortement très sévère qui a été adoptée par la législature de cet État. Et dans les États où il y a également des référendums d'initiative populaire sur la question de l'avortement, eh bien, je crois que ça avantage les démocrates parce que beaucoup de femmes vont sortir défendre leurs droits. On a vu des États aussi républicains que le Kansas passer des référendums d'initiative populaire en faveur de l'avortement, du droit à l'avortement. Donc, en Floride, c'est moins conservateur quand même que le Kansas. Ça pourrait être la fin pour M. Scott. C'est pour ça que j'ai un peu tendance à dire, M. Scott, je n'aurais aucune surprise de le voir tomber du côté républicain. Hawaii, un des États les plus pro-démocrates, 71% du vote la dernière fois, Mme Mazie Hirono, et elle se représente et elle va l'emporter facilement. En Indiana, un État du Midwest, mais plus républicain. On a vu que ça a été quand même serré la dernière fois. Il se représente à nouveau, mais je crois que l'Indiana ne fait pas partie des surprises attendues. Au Maine, il y a une situation assez particulière. M. Angus King est un indépendant qui se présente comme un indépendant, mais qui, comme on dit, participe au caucus du Parti démocrate. Il est donc, dans les faits, fait partie de la coalition gouvernante des démocrates. Il est toujours possible qu'il retourne sa chemise, mais quand on veut faire une carrière au Sénat, c'est surtout les comités et les commissions qui sont très importants. Et on doit progresser, on doit augmenter en rang. Donc, changer comme ça, ça pourrait être très difficile. Je ne vois pas ça arriver. Je crois que M. Angus King va gagner très facilement sa réélection. Donc, un autre siège
conservé dans la coalition démocrate. Le Maryland, encore une fois, peut-être 65% la dernière fois, mais c'est une nouvelle représentante et elle va gagner facilement. Même chose pour Elizabeth Warren au Massachusetts qui va garder son siège. Au Michigan, on en avait parlé, très serré. C'était Debbie Stabenow qui avait été élue à répétition, qu'on voit 4 fois. Elle a été remplacée par une ancienne députée de la Chambre fédérale qui fait une belle campagne, mais le Michigan est un État extrêmement serré. Ça va être difficile. C'est vraiment un siège vulnérable pour les démocrates parce qu'il y a un lourd avantage du côté des incumbents quand quelqu'un se représente à sa propre élection. Souvent, la meilleure publicité, c'est d'avoir été la personne qui a occupé le poste. Et c'est pour ça que c'est très difficile de vaincre quelqu'un qui détient déjà son siège. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, le Michigan fait certainement partie des cibles du côté républicain. Le Minnesota, Amy Klobuchar. Le Minnesota est un État démocrate et Amy Klobuchar est très célèbre pour s'être présentée à la présidence et va gagner sans aucun doute facilement son siège. Alors, vous voyez qu'on a passé beaucoup de sièges, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Il y a quelques États seulement qui ont du suspense. Le Mississippi, il n'y a aucun doute que M. Wicker sera réélu. Le Missouri, voilà. Alors, c'est là qu'on se trouve. Moi, je pense que c'est un peu une course cachée. Les gens ne parlent pas beaucoup du Missouri, mais M. Josh Hawley a levé le petit poing dans les airs comme ça aux manifestants pendant le 6 janvier. Ça a été vécu comme une trahison par beaucoup de gens. Le Missouri n'est pas un État si républicain que ça. Il n'y a pas si longtemps un État pivot. Et donc, je ne serais pas surpris de voir M. Hawley trébucher face à Lucas Kunz. Mais c'est pas quelque chose à, obséder. Sur lequel obséder, mais garder en arrière de la tête, si les démocrates ont une bonne soirée, le Missouri pourrait tomber dans les mains des démocrates. Le Montana, on en a parlé, M. John Tester, tire de l'arrière, selon tous les sondages. On a dit au Montana, les gens aiment beaucoup M. Tester parce qu'il est très authentique, c'est un fermier. Il se présente comme un dirt farmer, donc un fermier de terre, un fermier de poussière, de saleté. Et les gens l'aiment beaucoup, mais on dit beaucoup aux gens au Montana que leur vote pourrait bien faire basculer le Sénat. Si tout restait identique, le vote du Montana pourrait faire changer le contrôle du Sénat. Et c'est là que les électeurs du Montana disent « Ah ben là, si ça change le contrôle du Sénat, on ne votera pas pour M. Tester. » On leur dit que ça va changer le contrôle du Sénat. Donc, je crois que M. Tester, à moins d'une soirée exceptionnelle pour les démocrates, risque fort de perdre son siège. Donc, on en a parlé un peu des conséquences sur la carte électorale. Il y a exceptionnellement deux sièges de sénateurs au Nebraska d'ouvert parce qu'il y a une élection, complémentaire. Donc, dans l'élection régulière, il y a un indépendant, M. Dan Osborne, qui se présente contre la républicaine. On ne sait pas avec qui se présenterait M. Osborne, mais du côté républicain, on ne peut pas compter sur son appui autant que celle de la sénatrice siégeante, Mme Deb Fischer. Donc, c'est à suivre à Nebraska. Je sais que je l'ai mis bleu, mais j'aurais dû le mettre mauve. Là. Peut-être qu'un indépendant pourrait l'emporter, mais souvent, les indépendants manquent de ressources. Dans les dernières semaines, c'est là que les millions sont déployés pour conserver son siège. Donc, ça prendrait quand même une assez grosse surprise pour que Mme Fischer ne soit pas réélue. Je crois qu'elle va finir par l'emporter, en fait. Le deuxième siège, l'élection spéciale au Nebraska, la logique sera respectée et le républicain gagnera facilement. Au Nevada, alors, nous avons Jackie Rosen qui avait été élue pour la première fois en 2018 avec seulement 54,4. Le Nevada est un État extrêmement serré. Elle se présente contre un vétéran, Sam Brown, qui a quand même du talent et aussi a été grièvement blessé pendant la guerre. Donc, il y a quand même une bonne histoire. Il s'est présenté sans succès à d'autres élections avant. Donc, ce n'est pas nécessairement un gagnant. Et comme vous voyez peut-être sur la photo, si vous agrandissez un petit peu, Monsieur Brown a subi des brûlures importantes partout sur le corps, y compris au visage. Donc c'est sûr qu'en politique, c'est pas banal d'avoir un tel profil. Ça peut jouer pour lui, ça peut jouer contre lui. Ça restera à voir
le jour du vote. Donc, moi, le Nevada, plusieurs personnes vont dire « Ah, Mme Rosen est une incumbent, elle défend son siège. » Le Nevada vote souvent, finalement, du côté démocrate. Ça ne prendrait pas une excellente soirée électorale pour que les démocrates l'emportent. Ça prendrait tout simplement une bonne soirée électorale ou une soirée électorale même légèrement à l'avantage des démocrates. Mme Rosen pourrait l'emporter, mais moindrement que le vent souffle du côté républicain, elle perdrait son siège assurément. Le New Jersey, un État traditionnellement démocrate, je ne crois pas qu'il va y avoir de doute ici sur l'issue, pas plus que le Nouveau-Mexique, qui est également depuis quelques années vraiment un État de plus en plus démocrate. Je ne crois pas qu'il va y avoir de doute sur l'issue de l'État de New York non plus, célèbrement un des États les plus démocrates. Mme Kristen Gillibrand se représente pour la 3e fois. Ça devrait être très facile pour elle. Dakota du Nord, un État très républicain. Ça va être conserver facilement son vote. Et c'est ici qu'en Ohio, on en avait parlé, Sherrod Brown contre Bernie Moreno. M. Brown a reçu l'appui de Bob Taft, qui est l'ancien gouverneur de l'État de l'Ohio, qui est un républicain, qui est également le petit-fils du président Taft, et qui était le fils d'un autre politicien Taft. Et il s'avère que la famille Taft a fait élire plus de gens importants dans leur histoire que même les Bush ou les Kennedy. Alors, c'était extrêmement significatif que l'ancien gouverneur républicain jusqu'au bout des ongles, ait lancé publiquement son appui à M. Brown, le sénateur démocrate. J'ai pas l'impression que M. Brown va perdre son siège à moins vraiment... Puis là, je veux dire, le contexte, c'est que l'Ohio est de plus en plus républicain. Je sais qu'on en a parlé de ça plus tôt, mais je le répète, de plus en plus républicain plus 6 peut-être. Donc, ça reste un exploit que de remporter ce siège, mais avec les enjeux en matière d'avortement, je crois que M. Brown va conserver son siège. C'était peut-être un avis un peu impopulaire. Vous remarquez que je ne regarde pas trop les sondages parce que les sondages au Sénat sont vraiment pas fiables, beaucoup moins qu'à la présidence. Il y a une question d'échantillonnage, il y a une question qu'on ne mesure pas l'impact des publicités, l'impact du fait que la personne défend son poste ou pas. Donc, je ne suis vraiment pas convaincu que les sondages sont fiables. En Pennsylvanie, alors on a Bob Casey qui défend son siège. Il a gagné la dernière fois relativement facilement. Encore une fois, c'était une bonne élection pour les démocrates. C'était une bonne soirée. Je ne le vois pas perdre son siège, mais c'est tout à fait envisageable si les républicains ont une bonne soirée. Mais de base, là, moi, je prédirais une victoire de Bob Casey. Donc, Rhode Island, un État très, très démocrate. Ça va être une rétention facile du côté des démocrates. Le Tennessee, c'est plutôt l'inverse, très républicain, un gain facile pour les républicains. Le Texas, on en a parlé, M. Cruz, extrêmement populaire, même les Texans ne l'aiment pas. Et il a gagné la dernière fois par une marge très serrée. Son adversaire fait une bonne campagne et du côté démocrate, on fonde beaucoup d'espoir sur cette élection. Mais je commence à être tanné, je commence à être fatigué d'avoir joué dans ce film-là. J'ai joué souvent dans ce film-là. On nous dit « Ah, le Texas est en train de devenir bleu, le Texas est en train de devenir bleu. » Pourquoi? Parce que la population latino augmente. Mais au même moment que la population latino augmente, son pourcentage d'appui au Parti démocrate baisse. Alors, élection après élection après élection, c'est celle-ci la bonne, c'est celle-ci la bonne, mais finalement, ce n'est pas celle-ci la bonne. Et je ne serais pas surpris qu'encore une fois, le Texas vote républicain par une marge encore faible, 52-48, 51-49, 50.5, 49.5. Mais je crois qu'à moins d'une très bonne soirée pour les démocrates, le Texas va rester dans la colonne républicaine. L'Utah, extrêmement conservateur, extrêmement républicain, c'est l'ancien siège de Mitt Romney. Ça va être facilement conservé par les républicains et le Vermont. On connaît M. Sanders. Et des majorités staliniennes. Monsieur Sanders, je me permets une petite référence ici. Donc, il n'y a aucun doute que M. Sanders va être élu facilement. En Virginie, M. Tim Kaine, qui était, on se souvient peut-être, le candidat à la vice-présidence de Hillary Clinton, va facilement garder son siège en Virginie. Et finalement, dans les États, l'État de Washington, un État très démocrate. Ça va être facile pour les démocrates de conserver ce siège. En Virginie-Occidentale, on en a parlé. Aucune chance pour les démocrates. C'est un siège contrôlé par un démocrate, mais il a pris sa retraite et il ne sera pas succédé par un démocrate. Fait intéressant, ce serait la première fois depuis la fondation des États-Unis
que le siège irait à un républicain parce que dans le passé, la Virginie occidentale et ses travailleurs de col bleu dans les mines, élisaient systématiquement les démocrates qui avaient une beaucoup meilleure capacité d'aller chercher le vote des cols bleus que maintenant. Alors, même si la Virginie occidentale est extrêmement pro-Trump, en raison de la présence de M. Manchin, qui je dis qui est un peu une anomalie historique, finalement, au rythme du changement de cet État, mais M. Manchin gagne les élections, puis là, maintenant, on va, pour la première fois, connecter ce siège avec la réalité d'où est rendu cet État. Donc, c'est quand même à noter que malgré tout ce qu'on dira, ça sera la première fois qu'un républicain tiendra ce siège. Le Wisconsin, peut-être un des derniers États extrêmement serré. Madame Tammy Baldwin se représente quand même pour la 3e fois au Sénat. C'est un État serré, le Wisconsin, mais vous m'avez entendu le dire souvent sur cette chaîne. Élection après élection, le Wisconsin, de façon très serrée, mais de façon systématique, vote démocrate. Je ne crois pas qu'il y aura exception ici. Le Wisconsin va rester dans la colonne démocrate, selon moi, à moins d'une très bonne soirée pour les républicains. Et finalement, le Wyoming est un très républicain et sera remporté par les républicains. Donc, si on se rapporte à cette carte, avec ma prédiction que je mets à jour maintenant, le Nebraska ici, le Montana ici, le Texas qui reste, le Missouri qui reste, le Michigan, je crois que les démocrates vont l'emporter. Et voilà, est-ce que j'en oublie? Oh non, l'Ohio, j'avais mentionné. L'Ohio devrait être. Et ici, je crois que si tout reste comme c'est supposé être, je crois que le Nevada va aller du côté démocrate. Donc, la Virginie occidentale devrait tomber, le Montana devrait tomber, tout le reste devrait rester plus ou moins en position. Alors, j'ai l'impression que oui, à moins vraiment d'une excellente soirée, ce qui pourrait ou pas être ma prédiction. Si on a une soirée normale qui suit la tendance, qui est divisée exactement dans le milieu, et que les gens se réfugient dans leur coin, comme on peut le penser, comme les sondages peuvent le dire, eh bien, oui, les démocrates perdront le contrôle du Sénat, peu importe le résultat de l'élection présidentielle. Donc, vous avez quand même une bien meilleure idée de ce qui va se passer au niveau du Sénat. Je me suis pris quelques notes. Je crois que la Floride est à surveiller, de même que le Michigan, pour les raisons que j'ai mentionnées, une nouvelle candidate. Le Missouri, à cause de M. Hawley. Le Montana, parce que M. John Tester se fait capable de conserver son siège. Le siège du Nebraska, très étrange, où peut-être un indépendant pourrait ravir un siège aux républicains. Le Nevada, je vous ai mentionné, qui va être serré jusqu'à la fin. Et le Texas pour M. Cruz. Donc, ce sera mes États à surveiller. Évidemment que le Wisconsin et le Michigan vont s'y intéresser, étant donné que c'est extrêmement serré. La Pennsylvanie également. Mais voilà, ça fait un petit peu le tour. Je veux juste vous rappeler que l'élection tire à sa fin et nous allons bientôt pouvoir nous réunir lors de la soirée électorale, à laquelle je vous convie d'ailleurs le 5 novembre au soir. Et d'ici là, je vais quand même vous faire ma prédiction officielle. Je crois qu'il y a eu beaucoup de développements récents. Je crois qu'il y a eu des mouvements dans les sondages. Et je crois que vous allez être intéressé de savoir quelle est ma prédiction officielle. Donc, ça sera dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez apprécié, abonnez-vous. Et ne manquez pas les prochaines vidéos car ça chauffe et ça va devenir de plus en plus intense d'ici la fin. Alors, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là, de suivre la chaîne, de vous abonner, de partager avec vos amis. Et en attendant qu'on se revoie, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.